Il est 13 heures. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce nouveau journal. Paris, la capitale française, la 6e édition du Forum des marchés émergents, a noté le discours hier à la tribune du président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a présenté la situation de son pays, des États africains avec les crises de coronavirus et ukrainienne. En Côte d'Ivoire, des journées exclusivement dédiées aux réclamations dans le cadre de la production des cartes nationales d'identité. C'est une initiative de l'Office national de l'état civil et de l'identification. Cette opération se déroule du 17 au 31 mai 2022. Enfin, la junte militaire au Mali affirme avoir déjoué récemment une tentative de coup d'État. Le président de la République de Côte d'Ivoire à la 6e édition du Forum des marchés émergents à Paris, en France. Alassane Ouattara a prononcé hier à la tribune un important discours. Le chef de l'État ivoirien a présenté la situation des États africains et celle de la Côte d'Ivoire en particulier avec les crises de coronavirus et ukrainienne. Les explications de Awa Touré. Le centre de conférence de la Banque de France à Paris. Le président de la République, Alassane Ouattara, à l'ouverture du Forum des marchés émergents, aux côtés de plusieurs personnalités du monde politique, économique et de la finance, notamment l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano. Ce forum, initié par l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessu, vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expériences, le débat politique, ainsi que l'engagement du secteur privé pour atteindre l'objectif commun d'une croissance et d'un développement durable. L'occasion pour le chef de l'État de faire une importante communication sur l'impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines. I liked very much the chapter on the future prospect of Africa. Noted that several recommendations have been implemented in Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a d'abord présenté la situation du continent africain en général et celle de la Côte d'Ivoire en particulier, avec les crises de la COVID-19 et ukrainienne. We think clearly we have the system under control. We almost have no case of COVID outside of Abidjan. And I said as of yesterday, we had only 19 cases in Abidjan, of which 2 are in the hospital, but they're minor cases. It's Omicron. Il a proposé par la suite des solutions pour une relance économique et la réduction de la pauvreté à travers une meilleure gestion des économies. Au thème de la cérémonie, le président Alassane Ouattara est revenu sur les grandes lignes de son intervention. Je leur ai expliqué la situation du continent qui a été frappé par cette double crise. En ce qui concerne la COVID, j'ai expliqué que la Côte d'Ivoire s'en est bien tirée parce que cette crise a été bien gérée dès le début et que 50% des personnes ont eu la primo-dose et à peu près le tiers des doubles doses. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire continue de faire des progrès, mais qu'il nous faut continuer de vacciner les gens et continuer donc de produire des masques et même d'avoir une usine de fabrication de vaccins. Alors en ce qui concerne les conséquences de la crise de l'Ukraine, j'ai indiqué que ces conséquences étaient sur les produits alimentaires, sur le carburant, bien sûr sur les engrais et aussi sur les finances. Et que de ce point de vue, la Côte d'Ivoire a entrepris un vaste programme de soutien à l'économie qui permet de contenir les conséquences sur les prix. Nous avons moins d'inflation qu'ailleurs, nous avons moins de déficit qu'ailleurs, mais j'ai surtout insisté sur la nécessité pour la communauté internationale d'apporter un appui beaucoup plus important, que ce soit le Fonds monétaire avec le DTS, que ce soit la Banque mondiale avec l'IDA, que ce soit le groupe des 20 avec des soutiens beaucoup plus conséquents
mais également que nos pays doivent continuer de bien gérer nos économies et de faire en sorte que la croissance reprenne pour réduire la pauvreté et améliorer la situation des populations. Grand rendez-vous des économistes et bailleurs de fonds. Cette édition du Forum des marchés émergents se tient du 16 au 17 mai à Paris. Restons en France, le pays a un nouveau Premier ministre. Elisabeth Borne a en effet été nommée hier à la tête du gouvernement français. Elisabeth Borne, 61 ans et issue de la gauche, devient ainsi la deuxième femme après Édith Cresson à accéder à cette fonction. Plusieurs chantiers, notamment celui des retraites, l'attendent de pied ferme. Le point avec Sidonie Davila. Elisabeth Borne, 61 ans, a bel et bien été nommée Première ministre ce lundi, quelques minutes après la démission de Jean Castex. C'est donc la désormais ex-ministre du Travail qui s'installe à Matignon et devient chef du gouvernement. Elle est la deuxième première ministre de l'histoire de la Ve République après la nomination d'Édith Cresson dans les années 1990. Connue pour sa maîtrise des dossiers jugés plus techno que politique, elle était citée depuis des semaines comme la favorite pour Matignon. Selon le protocole, Elisabeth Borne doit désormais proposer une liste de nouveaux ministres au chef de l'État qui procédera à une nouvelle vague de nominations d'ici la fin de la semaine. L'annonce de son futur gouvernement ne se fera pas pour ce lundi. Il devrait être dévoilé dans la journée de mardi ou de mercredi. C'est une première mondiale. La Côte d'Ivoire accueille les 17 et 18 mai 2022 les rencontres internationales des grands événements sportifs. Le Premier ministre Patrick Hachi a lancé aujourd'hui dans la commune de Port-Bouët la 9e édition des Riges. Cet événement mobilise une vingtaine d'entreprises françaises qui travaillent sur le projet de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023. Les précisions de Alexis Ouedraogo. Les rencontres internationales des grands événements sportifs, Riges 2022 ouvrent leurs portes à Abidjan. 48 heures durant, promouvoir l'économie sportive. Les Riges sont un lieu d'échange entre décideurs impliqués dans la gestion des grands événements sportifs et entrepreneurs de la filière sport. Cet événement a vocation à présenter l'évolution des différents marchés internationaux de la filière et chaque année, les Riges réunissent près de 300 personnes et une quinzaine de pays à l'honneur. Organisée chaque année par Business France, l'édition 2022 se tient pour la toute première fois sur le continent africain à Abidjan, en prélude à la CAN 2023. Le Riges qui est organisé nous donne l'opportunité de réfléchir sur la valeur sociale du sport, la valeur du développement de l'économie sportive, mais surtout d'optimiser les investissements réalisés dans notre pays en vue de la CAN 2023 et pour les infrastructures à venir, les infrastructures de proximité notamment, dans le cadre des Agora et du Précis. Les Riges sont surtout de grands moments, notamment d'échanges avec des entreprises françaises. La diversification des sources de financement du sport est une exigence claire pour permettre le décollage, l'amplification de cette économie du sport en Côte d'Ivoire. Nous comptons donc sur le soutien engagé de nos fidèles partenaires internationaux et sur celui des acteurs mondiaux de ces marchés pour y parvenir. Avec cette ambition claire du gouvernement ivoirien, le Riges constitue naturellement un terrain de jeu de prédilection pour renforcer cette stratégie, jouer collectif et incarner un point de rencontre et d'opportunité d'affaires entre les acteurs ivoiriens et africains et entre les entreprises donc, françaises et celles-ci, référentes du secteur. Elles trouveront ici l'occasion de nouer contacts de qualité et partenariats innovants dans la mise en œuvre de la politique économique sportive de nos nations et, plus globalement, de notre continent, l'Afrique. Notons que plusieurs pays prennent part à ce rendez-vous, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Togo, la République démocratique du Congo et le Tchad. Deuxième et dernière semaine des travaux de la COP 15 à Abidjan. On en parle maintenant.
Les participants à la COP 15 partagent leurs expériences pour apporter des réponses au changement climatique. Certains ont visité le 15 mai dernier, et cela à l'invitation de l'ambassade d'Israël, la parcelle irriguée de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans la région centre. Véritable outil de maîtrise de l'eau, ce lopin de terre constitue un levier pour la formation aux pratiques agricoles. Les explications de Léon Brou de RTI Bouaké. Sur cette parcelle irriguée de 2 hectares, fruit de 6 ans de partenariat entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, 6 cultures, cacaoyer, bananier, manioc, aubergine, piment, concombre. Des champs nés de l'expérimentation de pratiques pour faire l'agriculture autrement. Ici, on peut basculer à d'autres cultures avec possibilité de doubler la production en toute saison grâce à la maîtrise d'eau. Pouvoir maîtriser l'eau, c'est permettre aux plantes d'avoir leur potentiel de production en termes de rendement et à éviter l'extension qui va déboucher éventuellement sur les problèmes fonciers. Le deuxième problème, c'est qu'à travers la maîtrise d'eau, les jeunes qui rentrent dans le secteur agricole peuvent avoir un salaire mensuel parce qu'avec le système d'eau, on peut produire à tout moment. Recevant des participants à la COP 15, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny assure de sa maîtrise d'eau et présente son mécanisme d'irrigation de la station de pompage à l'arrosage des plants. Un enseignement ponctué d'exercices et autres explications sur le cycle de croissance des cultures. Riche découverte pour les visiteurs. L'arbre pour le chocolat, qui s'appelle comment? Cacaoyer. C'est la première fois que je vois ça. Tout ce que nous cherchons en matière de changement climatique, de la gestion durable des terres, c'est effectivement l'utilisation rationnelle de l'eau. C'est une innovation dans la mesure que sur 2 hectares, il y a une certaine rotation de culture. Sur cette question du partage d'expériences sur la production agricole continue grâce à la maîtrise d'eau, ouverture de la Côte d'Ivoire et Israël. C'est basé sur la technologie israélienne d'irrigation goutte à goutte. Et c'est un bon exemple aussi comment est-ce que tous les pays de la région peuvent partager les knowledge, les connaissances. Nous avons des programmes d'extension de cette expérience au niveau national pour essayer d'implanter dans toutes les régions de Côte d'Ivoire ces mêmes technologies de parcelles expérimentales à travers la technologie de culture goutte à goutte que nous avons appris dans le cadre de notre collaboration avec l'État d'Israël. Donc bien évidemment, nous sommes disposés aussi à exporter cette connaissance au niveau international. Outre ces étudiants en sciences agronomiques, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny forme dans ses champs-écoles pour 6 à 12 mois des déscolarisés et étudiants d'autres grandes écoles. 1000 jeunes y ont déjà séjourné. Et en marge de la COP 15 qui se déroule actuellement à Abidjan, une session de formation à Bouaké dans la région centre pour des acteurs du monde rural. Plusieurs jeunes agriculteurs ont été instruits sur la pratique de l'agriculture biologique. Ce type d'agriculture n'utilise ni pesticides ni engrais chimiques, mais favorise plutôt l'utilisation des biofertilisants. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les effets néfastes du dérèglement climatique se ressentent sur plusieurs secteurs d'activité. L'agriculture reste la plus grande victime. Appauvrissement des sols, rareté des pluies et perturbation des cycles culturels. Pour atténuer ces effets, la pratique de l'agriculture biologique reste une alternative. En marge de la conférence des parties COP en terre ivoirienne, l'association Ivoire éco-responsable AIER forme des jeunes à l'agriculture biologique. Alors, en marge de la COP 15 qui se tient actuellement à Abidjan sur la lutte contre la désertification, cette formation initiée par l'AIER dans le cadre du projet Label Ivoire Liane 2 vise à former les agriculteurs sur les techniques de la gestion de la fertilité des sols et également de la gestion des ravageurs biologiquement. L'agriculture biologique se veut une agriculture qui n'utilise ni pesticides, ni engrais chimiques, ni OGM. Elle préconise l'utilisation des ressources naturelles. Ces jeunes sont formés à la fabrication du compost et de biofertilisants. Cette formation est vraiment pratique parce qu'eux-mêmes, ils vont apprendre la production des fertilisants, ils vont également apprendre la production des biopesticides
Nous espérons qu'après cette formation, les agriculteurs puissent répliquer le même système dans leurs champs pour ne pas avoir à acheter les intrants qui coûtent de plus en plus cher sur le marché. L'agriculture biologique est une conception globale de la production favorisant la préservation des équilibres naturels du sol et des plantes, le recyclage et la biodiversité. L'agriculture biologique se veut aussi un moyen pour résoudre la question de l'employabilité des jeunes. Le Niger, bon élève en matière de lutte contre le réchauffement et la désertification, selon les travaux de la COP 15. Le Niger, c'est plus de 50% de terres arides, mais le pays s'investit activement dans la restauration des terres. Alors comment s'y prend-il? Retrouvons Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Simini, nous sommes au Niger, à 100 km au nord de Niamey, la capitale. Une zone désertique qui se transforme progressivement en un oasis où faune et flore auront droit de citer. Le pays, qui fait de la lutte contre la désertification une priorité absolue, multiplie les initiatives dans ce sens. La Grande Muraille Verte, un projet qui rencontre le soutien financier de l'Union africaine, redistribue les cartes dans le bon sens. Simini, au Niger, est le point de départ de cette grande muraille verte qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030. La toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement, les banquettes et puis les demi-lunes sylvopastorales. Donc ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés. Pour la COP 15 en Côte d'Ivoire, axée sur la lutte contre la désertification, le Niger ne pouvait pas répondre absent. Le pays dispose d'un stand à l'Hôtel Ivoire. Le Niger, faut-il le rappeler, c'est plus de 50% de terres arides. Et cela ne constitue en aucun cas un frein à sortir du giron de la famine. Les 3/4 de la superficie du Niger sont désertiques. Et le Niger, vous savez, est pionnier en matière de lutte contre la désertification parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, notamment d'autres pays africains, regardent l'expérience du Niger. Et c'est une expérience en matière de récupération de terres, en matière de gestion durable de terres que nous avons beaucoup d'expérience. On produit de la pomme de terre pour vous dire qu'aujourd'hui, le Niger essaie de faire face à la sécheresse, face à la désertification. Ces efforts auront permis au Niger de développer son agriculture. La pauvreté des terres a conduit à développer des techniques nouvelles pour sortir des oasis dans le désert. Dattes, oignons, pommes de terre et autres cultures sont produits en abondance et exportés à travers le monde. La région d'Agadez fait à peu près 52,6% du territoire national du Niger. Et comme vous le voyez, c'est un territoire très vaste, mais désertique. Maintenant, par la force des choses, ces populations, aujourd'hui, ces cadres des oasis de désert arrivent à les maîtriser pour enfin produire ce que vous voyez ici, par exemple, ces dattes. Donc nous sommes venus ici, en tout cas, pour amener les plaidoyers de ces populations. Le discours du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'ouverture de la COP 15 en ivoirienne, qui traduit la vision de ces est salué par le Niger et vu d'ailleurs comme la boussole de la lutte contre la désertification. C'est un discours très responsable. Le soutien fort, nous savons que nous l'avons déjà à notre niveau. Maintenant, nous demandons que la communauté internationale également puisse s'inscrire justement dans la même dynamique que nos présidents respectifs. À la COP 15, le stand du Niger ne désemplit pas. Le pays a de l'expérience à partager, mais également est preneur de bonnes pratiques nouvelles pour freiner la désertification. Pour notre sécurité et notre santé, faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus et respectons les gestes barrières. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 7 nouveaux cas de coronavirus
ont été enregistrés hier dans le pays. Annonce faite par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement au total 82 008 cas confirmés de coronavirus, 81 185 personnes guéries, 799 décès et 24 cas actifs. Un tout autre sujet à présent, il faut mettre fin aux violences basées sur le genre. Les acteurs ouest-africains de la lutte ont participé hier à un atelier dans la commune du Plateau, initiative d'une organisation internationale à but non lucratif basée aux États-Unis. Les détails, Evelyne Boué et Didier Nguessan. Depuis plus de 20 ans, l'organisation Engender Health met en œuvre des programmes en Afrique pour sensibiliser et mobiliser les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, pour contribuer à éliminer ce fléau. Afin de lutter plus efficacement contre ces violences, une initiative multisectorielle de prévention et d'intervention en matière de VBG est centrée sur les survivantes en Afrique de l'Ouest. C'est une initiative qui consiste à mettre ensemble tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les VBG en fédérant les connaissances, en fédérant les approches et en fédérant les ressources. Cette initiative vient renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Engender accompagne le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'État de Côte d'Ivoire, dirais-je, dans la mise en œuvre de toutes ces initiatives qui nous engagent tous. En 2021, 6040 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés en Afrique de l'Ouest francophone. Un anniversaire dans cette édition, l'organisation non gouvernementale Cri de cœur qui œuvre pour l'autonomisation économique des femmes à 10 ans. Les festivités se sont déroulées récemment dans la commune de Yopougon. À noter la présence d'un invité de marque, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. C'est un reportage de Khalil Diomandé et Walter Amadou. Les femmes issues des différents quartiers de la commune de Yopougon sont venues massivement pour célébrer les 10 ans d'existence de l'ONG Cri de cœur, une organisation qui œuvre à améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. Concernant nos activités menées durant ces années, 8000 femmes ont été formées en entrepreneuriat, éducation financière et en alphabétisation. 18 enfants en situation difficile ont été retirés de la rue par nos soins et placés dans les centres sociaux éducatifs en vue d'un meilleur encadrement. Le ministre Adama Diawara, parrain de la cérémonie, est bien présent pour témoigner sa solidarité à l'ONG. L'ONG Cri de cœur de la femme et de l'enfant est une ONG qui mène des activités assez nobles au profit des femmes et des enfants de la grande commune de Yopougon. Donc il est de notre devoir en tant que cadre de la grande commune de Yopougon de venir leur apporter notre soutien moral et même financier, et de les exhorter à continuer de la sorte, de faire en sorte que cette ONG grandisse de plus en plus et mène encore plus d'activités sur le terrain. À partir du mois de juin 2022, l'ONG Cri de cœur procédera à la formation de 10 000 femmes en alphabétisation, en entrepreneuriat et en éducation financière. Toujours en Côte d'Ivoire, une opération dénommée les Journées de renforcement du traitement des réclamations. C'est une initiative de l'Office national de l'état civil et de l'identification. Le processus se déroule du 17 au 31 mai 2022. Les services mobiles de l'ONECI sont ainsi déployés sur le terrain pour recueillir toutes les informations en vue des réclamations portant sur la carte nationale d'identité. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Une nouvelle direction à l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Namawa Touré Bamba, nommé à l'issue du Conseil des ministres du 13 avril 2022, a pris fonction le 5 mai dernier. Les temps forts de la cérémonie de passation avec Cheikh Koné.
Namawa Touré Bamba prend officiellement les rênes de la direction générale de l'autorité de régulation des télécommunications et des TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI. Cette nomination vient mettre ainsi fin à un intérim de 10 mois. Celle qui était jusque-là la directrice générale de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation au ministère de tutelle promet replacer l'ARTCI au cœur de sa mission de régulateur dans un secteur où les problématiques et les enjeux se sont complexifiés. Le chef de l'État nous exhorte à bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d'intégrité, d'équité et un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Cela doit se traduire par un véritable changement de mentalité et de comportement. J'entends donc inscrire mes actions sur la base des recommandations du rapport d'audit qui a été fait et les instructions des hautes autorités. Je voudrais également améliorer la gestion financière de la RTCI pour une meilleure transparence des comptes et le renforcement de la trésorerie. Au regard des défis, la nouvelle directrice entend participer activement à l'élaboration des réformes afin d'atteindre les objectifs de chacun des 7 piliers stratégiques de l'institution, à savoir les services, les compétences et les infrastructures numériques d'une part et d'autre part l'innovation et la cybersécurité. Bientôt 6 milliards de francs CFA investis dans divers projets pour développer 4 localités du centre de la Côte d'Ivoire, notamment Didiévi, Djekanou, Tiébissou et Toumaudi. C'est une initiative du Conseil régional du Bélier. Ces projets seront réalisés sur une période de 3 ans et cela conformément au programme triennal élaboré par le Conseil. Pour en parler, Eugène Atoubé. Ce sont plus de 6 milliards de francs CFA que le Conseil régional du Bélier va investir dans les projets de développement durant la période 2022-2024. Ce montant représente le budget triennal adopté à l'unanimité des conseillers régionaux au cours de la 2e session ordinaire du Conseil régional du Bélier. Pour l'exercice 2022, 2,45 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour mener les actions selon les besoins exprimés par la population et en fonction des priorités. Nos populations aspirent à un mieux-être. Ce mieux-être passe par l'éducation, la santé et les activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes. Ce programme induit forcément une amélioration des conditions de vie de nos populations parce qu'il prend en compte l'absolue nécessité des populations, à savoir l'eau potable, l'électricité et la santé qui constituent un pan majeur des besoins de nos populations. Merci d'en faire votre priorité. Dans les villages, chefs-lieux de sous-préfecture ainsi que dans les chefs-lieux de département qui composent la région du Bélier, de nombreuses infrastructures ont été livrées aux populations et d'autres sont en cours d'achèvement. Ce sont des écoles, des centres de santé, des pompes hydrauliques et châteaux d'eau, des voies ouvertes et reprofilées, des postes de gendarmerie auxquels s'ajoute le centre de secours d'urgence de Toumaudi. Les actions individuelles et collectives sont également menées pour sortir les femmes et les jeunes de la précarité et les conduire à l'autonomisation. Le Conseil régional du Bélier est engagé dans une dynamique de progrès de ces populations et au cœur de ces actions, la solidarité et la cohésion. L'union dans la diversité. On doit s'unir autour d'un projet. Le seul projet qui vaille la peine, quelles que soient nos pensées, c'est le mieux-être de nos populations. Qu'on s'unisse autour, que celui qui a une idée, qu'il l'apporte, que celui qui peut aider son camarade, qu'il l'aide. Le développement n'a pas de couleur. Le développement, si nous aimons nos parents, il faut qu'on s'entende pour faire le développement. Le Conseil régional du Bélier veut faire de cette entité territoriale un pôle agro-industriel au regard de son potentiel agricole. Et pour impliquer et engager l'ensemble des populations dans cette perspective, les sessions du Conseil sont désormais tournantes. En image, le Mali mécontent, la junte malienne a en effet affirmé hier avoir mis en échec la semaine dernière une tentative de coup d'État. Opération menée par des officiers et soutenue par un pays occidental. Dans un communiqué lu à la télévision d'État, les autorités maliennes ont fait état d'interpellations et ont indiqué que les contrôles ont été renforcés aux sorties de la capitale Bamako et aux frontières.
Les États-Unis lèvent une série de sanctions contre Cuba, pays sous embargo américain depuis 1962. L'administration Joe Biden a en effet annoncé qu'elle va remettre en place un programme suspendu qui facilitait les procédures d'immigration de membres d'une même famille. Les États-Unis promettent également d'augmenter les capacités de traitement des demandes de visa à La Havane. Dernière information, vous avez rendez-vous aujourd'hui, mardi 17 mai 2022 à 16h précises sur RTI 1. L'émission Ça fait l'actualité va parler largement de la COP 15, notamment de la digitalisation des emplois de la terre. Invité Bernard Comoé, directeur général de la planification, de la programmation et du financement au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.